Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième numéro de Cinéma Shop. Alors si vous me connaissez un peu et sachant que j'aime bien les aventures fantastiques bien menées et rythmées, la musique qui envoie et les protagonistes qui ont la classe, vous vous doutez bien du film qui sera en première position de ce classement. Mais de petites surprises se cachent malgré tout dans cette chronique, alors restez attentifs et laissez-vous transporter dans ce deuxième Cinéma Shop. Ah oui, avant de commencer, j'ai pris note de vos commentaires et j'ai décidé de modifier légèrement ma formule. Le système de notation est toujours là, mais je ne l'évoquerai désormais plus qu'en fin de vidéo en vous montrant le tableau. Je crois que vous avez tous bien compris comment ce classement fonctionnait, du coup il me semble plus judicieux de ne pas vous embrouiller avec des notes qui ne reflètent pas forcément ce que je pense du film en lui-même. Voilà. Sur ce, on peut commencer avec le long métrage placé en 13e position de ce Cinéma Shop. 13 zèze. Premier film de ce trimestre que j'ai vu au cinéma, à croire que je commence tous mes trimestres par un film d'animation. Bon, par contre, je ne commence pas tous mes trimestres par un bon film d'animation. C'est quoi ça? Mais je me pose exactement la même question, petit étron. On va pas passer 3 heures sur le sujet, il s'agit d'une histoire ultra classique avec un humour plutôt pour les enfants mais qui s'équilibre assez mal avec des références très adultes sur le monde de l'entreprise. D'ailleurs, et c'est bien ce qui me semble douteux, il s'agit bien ici de voir en quoi les leçons que peuvent apporter l'entrepreneuriat peut t'aider à réussir à sauver ta famille. Parce que c'est notre projet. Pouce rouge! Mais 12. Alien Covenant, la suite de Prometheus qui est une préquelle au premier film Alien. L'avantage de la promo de ce film est qu'elle n'est absolument pas mensongère. Alien Covenant est en continuité directe avec Prometheus, autant dans l'action que dans les thèmes, en particulier celui de l'intelligence artificielle et du complexe de Dieu. Les personnages sont plutôt nombreux mais quasiment pas développés, si bien que lorsqu'il leur arrive quelque chose, eh bien... on s'en balait. Le manque de développement des personnages vient en grande partie du fait que le film est centré sur Michael Fassbender. Alien Covenant est vraiment un film à sa gloire. Et le plus gros préjudice que ça implique est que finalement l'alien se retrouve au second plan. Pire, lorsqu'il nous est finalement montré, il n'est absolument pas sublimé. Contrairement à Prometheus, on est ici dans un film clairement estampillé Alien et dans la continuité des films. C'est la première fois qu'on est censé voir le xénomorphe. Et franchement, le film original de 79, avec moins d'images de synthèse et moins de budget, avait une force évocatrice et une mise en valeur du monstre bien plus forte. Il y est, je trouve encore aujourd'hui, bien plus impressionnant, flippant et d'une certaine façon assez glauque, vraiment majestueux. Dans Alien Covenant, la créature n'est traitée que comme une grosse bébête de plus parmi toutes les grosses bébêtes OSEF qu'on nous montre depuis des années. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Bon, vous l'avez compris, Alien Covenant m'a plutôt ennuyé. C'est pour ça que je ne vais pas m'étendre davantage sur les trous béants dans le scénario et l'aspect biologique des aliens qui semble complètement what the fuck. Comme pour Prometheus, j'ai plutôt apprécié la qualité de la photographie d'Alien Covenant. En termes d'image pure, je l'ai vraiment trouvé agréable à regarder. Comme pour Prometheus, j'ai trouvé la dimension biblique du récit distrayante. Ça reste du basique, j'en suis conscient, mais j'ai toute ma culture à faire sur le sujet, donc même des références bateaux, je suis preneur. Je ne suis pas croyant, mais je reste assez fasciné par l'impact de la Bible et de ses histoires sur l'humanité et l'art, et surtout l'art actuel. L'anecdote personnelle et intime de Valentin. Et enfin, comme pour Prometheus qui avait au moins cette scène haletante de la césarienne, vraiment bien fichue en termes d'angoisse, Alien Covenant a une scène plutôt sympa du même acabit, la première apparition de l'alien où tout le monde pète les plombs. Une scène qui n'est pas parfaite mais qui a malgré tout plutôt bien fonctionné sur moi. Mais bon, cette scène arrive à la fin du premier tiers du film, et après, plus rien. Et pour aller plus loin sur l'intérêt même d'une préquelle à Alien, je vous invite à lire ce post de Xavier Fournier, érudit de comics s'il en est un, qui offre une vision sujette à débat mais néanmoins très intéressante sur le sujet. 11. La review de Voyage of Time vous est exceptionnellement présentée en ASMR. Bonjour. Nous vivons décidément une époque formidable. Voilà un film contemplatif, à mi-chemin entre le documentaire et la fiction, entre la représentation du réel et la reconstitution historique. Je n'avais jamais vu de film de Terrence Malick avant celui-ci. Ce fut un moment de cinéma agréable, un de ceux qui te replacent dans ta condition de simple mortel, insignifiant, face à l'immensité de l'univers et du temps. J'aimerais revoir ce film, mais si possible au cinéma, et pas forcément tout de suite. Mais un jour où je voudrais me replonger dans une introspection profonde, pour ne faire qu'un avec le néant. Allez, on enchaîne! 10. Alors, Alien Covenant... Gravity avec un microbe.
Quel con. Une créature provenant de Mars est récupérée et étudiée avant qu'elle ne s'échappe et ne tente de tuer un à un tous les membres de l'équipage. Vous le voyez, le film d'horreur de science-fiction ultra classique ? Je le vois. Donc voilà, Life est un slasher de science-fiction très classique dans la forme. L'ennui ici, c'est le pseudo-réalisme de l'ISS. Les décors et la manière dont les personnages se meuvent sont très bien fichus, mais la crédibilité de la station spatiale s'amenuise au fur et à mesure que le film avance. Cela dit, Life reste divertissant, surtout pour des personnes qui ne seraient pas habituées au genre, pour un public d'ados j'imagine. Et rendons à César ce qui est à César, franchement, la créature est hyper stylée. Un très très bon point à ce niveau-là. C'est magnifique. 9. Alors, les soldats d'un corps de choc de l'armée de terre américaine de la puissance, si on traduit avec le Larousse, hein. Eh bien écoutez, ce film était tout à fait... D'ailleurs, je reprends mon Larousse. Prévisible, sans surprise, ordinaire, automatique. Synonyme, boss info. On est tous des ratés. Mais non, c'est pas ce que j'ai dit. Pisse dans ce bocal. Non, c'est pas ce que j'ai dit non plus. Power Rangers, c'est un film de super-héros très commun dans son intrigue, dans ses actions, dans son méchant, ou plutôt sa méchante. Bref, il n'y a pas vraiment de surprise. Cela dit, on peut quand même relever un aspect assez auteuriste dans la forme qui est assez surprenant mais bienvenu, comme si on avait mis un peu de DC dans du Marvel. Et paf, ça fait des chocs à pic. On peut également relever quelques similitudes discrètes avec Chronicle par exemple. Les personnages semblent plus profonds qu'ils en ont l'air, qu'il s'agisse d'orientation sexuelle, de problèmes mentaux, de familles dysfonctionnelles, etc. Si suite il y a, il serait assez intéressant d'approfondir tout ça. Ce côté auteuriste, je l'ai également ressenti au niveau du temps que le film met pour nous montrer les Rangers en costume. Je pense que certains ont dû trépigner d'impatience, mais j'ai trouvé ça plutôt malin dans le sens où cette apparition tardive sublime justement leur entrée. Et j'ai trouvé cette attente beaucoup mieux gérée que dans le Godzilla de Gareth Edwards. Ah. Non. Je n'ai jamais été fan des Power Rangers, je n'ai même jamais regardé un seul épisode quand j'étais gamin. Et pourtant, leur entrée sur le thème même de la série m'a procuré un soupçon de chair de poule. Hey. Donc, même s'il s'agit d'un film sans surprise, les Power Rangers restent distrayants, malgré quelques longueurs. Ah oui, et il y a Bryan Cranston aussi. Alors bon, le film ne peut être qu'au moins pas trop mal. 8. Et hop, braquage à l'ancienne de Zaz. Et hop, braquage à l'ancienne de Zach Braff. Attention, ça va aller très vite. 3, 2, 1. Classique, distrayant, l'alchimie entre les acteurs fonctionne à merveille, un bon passe-temps, voilà. Et sinon, c'est l'histoire de 3 vieux qui veulent braquer une banque. 7. Et voici Django, réalisé par Étienne Comard. C'est bien évidemment la suite du 7e film de Tarantino. Quel con. Non, plus sérieusement, ce film retrace 2 ans de la vie du talentueux Django Reinhardt alors qu'il doit fuir la France occupée par les nazis. Hashtag ambiance. Eh bien justement, oui, il y a vraiment de l'hashtag ambiance dans ce film. C'est qui ce clown là? C'est Hitler. Elle est naze sa moustache. Naze, ouais. Pas comme la tienne. Malgré quelques longueurs, tous les passages musicaux sont vraiment entraînants, même amusants pour certains, et vraiment efficaces. Je me suis surpris plus d'une fois à bouger sur mon siège au rythme de la musique. Et que dire de cette somptueuse scène finale à l'orgue, qui vient sublimer le tout dernier plan du film avec un long travelling arrière plus que poignant. Une merveille. Les acteurs sont évidemment très bons, on ressent vraiment le travail et l'investissement de Reda Kateb pour interpréter Django. Bref, chapeau bas l'artiste. Et à l'instar de la bande originale de Comancheria, la bande son de Django a été composée par Warren Ellis, le mec qui a écrit Transmétropolitan et Planetary. Ce trait d'humour vous a été proposé par lescomics.fr. Lescomics.fr, c'est le collectif de vidéastes pour tous vos jeux de mots, incluant des auteurs comics. Venez nous voir. En plus, des fois, on a des bonbons. 6. Je suis rarement déçu par le cinéma coréen importé en France, en tout cas pour les films que je vois. Et Tunnel ne fait pas exception à la règle. Tunnel est bien écrit, bien interprété, mais tire un peu sur la longueur vers la fin. Bref, c'est efficace, mais évidemment moins bon que le meilleur film que j'ai vu en 2016. Et pourtant, je vous dis ça, je suis pas très zombie, hein. Mais si vous n'avez pas vu Dernier Train pour Busan, foncez, vraiment. En termes de suspense et d'action haletante, j'ai rarement vu aussi bon. Un petit bijou. Mais bon, comme c'était un film de 2016 et que là on parle du 2e trimestre 2017, eh ben je n'en dirai pas plus. Sulus. 5. Alors, Les Gardiens de la Galaxie Vol 2. James Gunn est toujours aux commandes de l'histoire qu'il a écrite, et franchement, on peut dire qu'il s'éclate. Alerte. Tentative d'intrusion. Acélophagie. Alerte. En tout cas, il est clair que ce film est à part du reste du MCU. D'ailleurs, de tous les films du Marvel Cinematic Universe, le premier film Avengers ainsi que les Gardiens de la Galaxie sont clairement mes préférés. Chacun à leur manière, ils réussissent un sacré challenge au niveau de la gestion de leurs personnages tout en restant très divertissants. Les Gardiens de la Galaxie a apporté une petite fraîcheur au genre super-héroïque en incluant une autodérision agréable et surtout une bande originale pop-rock bien dosée et franchement cool.
Mais voilà, la surprise passée, il fallait que Gunn aille encore plus loin pour nous remettre une aussi bonne claque. Bonjour, j'ai pas fini. Ce qui fait du premier opus qu'il est aussi bon, c'est justement que l'équilibre était déjà très bien trouvé selon moi. Et rajouter plus de vannes ou plus de personnages amène forcément le risque d'un déséquilibre. Et pour moi, c'est ce qui s'est passé dans ce volume 2. Ce n'est pas en rajoutant plus de blagues qu'on rend le film plus intéressant, ou plus drôle. Et le pire, ce sont justement les vannes intégrées dans des moments plus épiques ou dramatiques, qui viennent parasiter les sentiments d'exaltation ou de tristesse qu'on est censé ressentir à ces moments-là. Rajoutons à ça quelques sous-intrigues peu pertinentes servant surtout à relancer l'action, un antagoniste qui promettait d'être intéressant car moins manichéen que d'habitude avant de finalement retomber dans les clichés, des dialogues et situations parfois forcés ou mal préparés, et nous voici avec un film certes divertissant mais qui manque cruellement d'une structure solide. Ça fait des années que je te cherche. Et vous êtes qui, vous? Je m'appelle David Hasselhoff. Oula mais attends, ils vont croire que j'ai pas aimé en fait. Tu penses? Bonjour, je s'appelle les Gardiens de la Galaxie. Bon, attendez, pourquoi les Gardiens de la Galaxie volume 2, c'est vraiment sympa. Installation de Flash Cinéma Shop 2.1. Nettoyage des Hasselhoff en cours. Le film continue sur la lancée du premier opus avec une bande originale des plus sympathiques, un approfondissement des personnages et de leurs relations, notamment celle entre Gamora et sa sœur Nebula que je trouve vraiment sympa. Il y a toujours un chouette travail sur l'esthétique avec des couleurs flashy, finalement très pop, une scène d'intro avec bébé Groot hyper bien pensée et qui donne le ton, et donc oui, des vannes qui marchent bien pour la plupart, avec notamment une blague vomi qui m'a déclenché un énorme fou rire. Le vomi, c'est trop galerie. Donc oui, bon moment passé au ciné, mais un film au final plutôt vite oublié. Les Gardiens de la Galaxie est prévu pour être une trilogie. Nous voilà donc avec un premier épisode qui déboîte, un second volet plus quelconque. Pour le troisième opus, ce sera qui tout double. Installation terminée. Hasselhoff effacé. Redémarrage système effectué. 4. Et on part tout de suite en Italie avec un film mêlant mafia, animé japonais et super-héros. On l'appelle Jigrobot. Je s'appelle Groot. Non, pas exactement. Je s'appelle Groot. Non plus. Je s'appelle Groot. Et si tu pouvais fermer ta gueule? Il s'agit du premier long métrage de Gabriele Mainetti. Je sais pas comment ça se prononce trop. Et je vous avouerai que j'y suis allé uniquement après avoir vu l'affiche. Je ne m'attendais donc à rien. Quel con. Et donc, vous voyez le genre de premier film très réfléchi dans sa construction et sa réalisation qui font plaisir à voir? Eh bien, c'était pas loin d'être le cas ici. Pas loin. Ce film est un petit ovni. Un film de gangster dans lequel on ferait intervenir le genre super-héroïque avec un soupçon d'hommage au mecha japonais. L'humour noir et cynique donne d'ailleurs une ambiance très bienvenue dans le doux monde des super-héros. La première partie du long métrage est très bien menée, avec des préparations paiement plutôt subtiles et franchement bien vues. Ah oui, en termes de dramaturgie, la préparation paiement est le principe qui veut qu'un élément mis en place dans le film trouve une utilisation plus tard. Par exemple... Dans On l'appelle Jigrobot, ces préparations paiement sont d'autant plus efficaces qu'elles ne sont pas forcément remarquables. On s'en rend compte au moment du paiement et non pas au moment de la préparation. Les jeux de Claudio Santamaria et Ilenia Pastorelli sont vraiment très bons et on assiste à de chouettes idées de mise en scène ainsi qu'à un combat final simple mais bien fichu. La construction du héros est intelligente et se déroule tout au long du film. Chacune de ces scènes est destinée à lui faire davantage prendre conscience de sa condition. Ou bien alors il s'agit du même schéma pour sa némésis. Alors pourquoi je n'ai pas vu un très bon premier long métrage? Dis-je d'un ton très arrogant. Eh bien parce qu'après 1h30 de film, les longueurs ont commencé à se faire sentir, et on a pu y voir de grosses ficelles scénaristiques. Des personnages qui arrivent à se retrouver, on ne sait comment par exemple. Mais pour bien vous expliquer ce qui m'a dérangé dans ce film, on va parler sexisme. Et comme vous pouvez l'entendre derrière ma voix suave, il est l'heure de faire quelques spoilers. Spoil, 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 spoil. spoil, spoil, C'est l'heure du spoil, si ça spoil le film. Avance ton curseur jusqu'à 15 minutes et 28 secondes. Alors, la relation entre le héros et Alessia est certes très jolie et bien faite, notamment lors de la scène de la grande roue, mais lorsqu'on arrive à la scène de la cabine d'essayage, on insiste à un viol, tout simplement. Et ce viol est tout bêtement résolu par une simple excuse du héros suivie d'une victimisation en mode « c'est pas de ma faute, je ne sais pas comment m'y prendre avec les femmes ».
Alors je ne vais pas jusqu'à dire que le film fait l'apologie du viol, mais il est clairement très maladroit de ce point de vue-là. Et pour finir sur le traitement d'Alessia, qui est le personnage féminin moralement bon de l'histoire, et qui meurt... Eh bien, son meurtre collatéral termine d'affirmer l'aspect fonction-outil du personnage. Elle ne sert finalement à rien d'autre qu'à rendre le héros plus fort, à lui faire prendre conscience de son état de héros. Au final, elle importe peu. C'est son usage vis-à-vis du héros qui est important. Et même sa mort est un outil à la prise de conscience du héros. Et quitte à continuer dans le traitement des personnages, on peut aussi citer la courte apparition d'un personnage transsexuel qui, lui, est clairement tourné en ridicule et caractérisé de façon guignolesque. Un éternel cliché qui a la vie dure. Bref, malgré tout, On l'appelle Jigrobot mérite carrément que l'on s'y attarde, au moins pour constater qu'un film italien super-héros à la sauce mafia avec un soupçon d'hommage aux animés japonais, c'est possible et plutôt bien fichu. Et maintenant, nous voici sur le podium de ce deuxième Cinéma Shop avec le film placé en 3e position. Attention, il s'agit de... Get Out, un film d'horreur sous fond de racisme réalisé par Jordan Peele, un humoriste noir américain. En sortant de la séance, j'avais l'impression d'avoir vu un très bon film parodique du film d'horreur et du thriller psychologique, utilisant ses codes et ses clichés pour en faire du second degré, comme par exemple les regards insistants, les jumpscares, etc. Les inspirations de ce film sont multiples, allant de l'île du Docteur Moreau en passant par Le Prisonnier. Bref, Peele reprend les classiques et les retravaille à sa sauce. On a le droit à de superbes idées de mise en scène qui sont là dès le premier plan du film. En effet, celui-ci donne clairement le ton d'une réalisation soignée. On y voit un jeu sur le cadre et l'inclusion de la voiture dans celui-ci, tout en ayant un personnage comme pivot pour l'axe de caméra. Hyper bien foutu. Le jeu d'acteur est vraiment bon et les situations gênantes sont bien écrites, avec un second degré et un humour cynique assumé, omniprésent. Bon, après, tout n'est pas parfait. Pour ne prendre qu'un exemple, j'ai trouvé les explications données aux spectateurs trop appuyées, en mode « T'as compris, T'as compris ce que je te raconte ?» Même si ces explications sont légitimées dans la réalisation par le fait que ce sont des souvenirs du personnage, j'ai trouvé ça un peu bourrin. Hey. Voilà. Pour écrire mon avis sur ce film, j'ai fait quelques recherches préalables, parce que je ne voulais pas faire de surinterprétation ni avoir un propos à côté de la plaque. Et donc, en faisant ces recherches, j'ai fini par me poser la question, est-ce que est vraiment parodique ? Certaines situations dans le film m'ont fait de rire parce que c'était clairement de l'humour, d'autres m'ont fait de rire parce que je pensais que c'en était, et finalement, après avoir lu quelques interviews et articles, je n'en suis plus très sûr. Mais, le film, je l'ai pris comme ça, et même si j'ai peut-être fait quelques contresens, ce sont ces contresens qui ont participé à mon appréciation du film. Du coup, même si c'était pas fait exprès, je préfère le prendre comme je l'ai pris. L'appréciation d'un film peut être tellement personnelle qu'elle nous fait voir les choses d'une manière qui nous est propre. Parfois c'est un peu dangereux, mais c'est aussi ce qui rend les échanges de points de vue par la suite intéressants. En tout cas, quoi qu'il arrive, j'ai trouvé le sous-texte sur le racisme plutôt malin. En effet, tout le spectre du racisme est évoqué. Le racisme classique, le racisme ordinaire, le racisme positif, qui reste du racisme, voilà. Et le racisme par pression sociale qui pousse certaines catégories de population à intégrer davantage certaines fonctions ou certains métiers, fonctions ou métiers qui deviennent donc connotés, comme dans le sport par exemple. Mais ce que j'ai compris par la suite, c'est que le film s'adresse surtout à un public noir américain. Il y a plusieurs situations dont j'ai compris la signification de travers, tout simplement parce qu'il me manquait certains codes sociaux et que je ne suis pas confronté aux problèmes quotidiens des Afro-Américains. Bref, comme pour beaucoup de communautés opprimées, je peux comprendre ce qu'elles vivent, mais pas vraiment le savoir. Mais ça ne m'a pas empêché de comprendre la substance du film et de passer un très bon moment devant l'écran. Gros coup de cœur donc. On lâche rien, voici le deuxième film de ce Cinéma Shop. Il est beau, il est extraordinaire, mais moins extraordinaire que le premier film que vous découvrirez d'ici quelques minutes. Attention, en deuxième place du deuxième Cinéma Shop, voici... Eh oui, il s'agit de Wonder Woman, le premier film du DC Extended Universe de l'année. Bonjour, Attends, entre, t'es en avance, je parle de Wonder Woman. Ah bah oui, parce que je suis pas Wonder Woman, moi. Bah oui, manifestement. C'est marrant, te connaissant, j'aurais pensé que t'aurais mis Wonder Woman en première position. Ouais, c'est pour ça que t'es venu maintenant. Bah ouais. Sauf que... Même si je n'ai pas passé un mauvais moment devant Wonder Woman, il m'a tout de même quelque peu déçu, ce qui signifie donc que j'avais certainement trop d'attentes envers ce film. C'est qui ce clown là ? Elle est naze sa moustache. Naze, ouais. Mais je ne peux pas m'empêcher de penser que les retours du public envers les précédents films du DC Extended Universe et certains mauvais choix de la Warner ont sans doute fini d'enterrer la part d'originalité que cet univers pouvait apporter dans la sphère des films de super-héros. C'était quoi ça ? Quoi ? Bah les images là. Ça... Et puis ça, là. Ah, ça. T'inquiète pas, c'est un montage parallèle. Mais de quoi ? Tu vas comprendre. Les précédents films DC avaient des défauts. Ouais. Pardon.
Mais ils essayaient au moins de tenter des trucs par rapport aux films de super-héros déjà existants. Cela dit, Logan a mieux réussi cet exercice et on se souviendra sans doute davantage de ce film que de Batman v Superman. J'aime le pâté. Enough. Bref, apparemment, le DCEU ne plaît pas. Et du coup, vu que le DCEU ne plaît pas tant que ça, la Warner a décidé de réviser sa copie pour proposer un film de super-héros bien plus classique, sans aucune prise de risque en termes de scénario et même de réalisation. Le film est très classique dans le fond et dans la forme, avec une légère touche snyderienne, mais ça s'arrête là. Bref, on a l'impression que DC a adopté l'enfant illégitime de Thor et de Captain America premier du nom. Du coup, là, ça fonctionne. C'est pas mauvais en soi, justement parce que le film est construit selon une recette qui marche mais qui commence à être éculée, celle que Marvel maîtrise et que la firme a démocratisé. Un ton léger, un humour bien équilibré et des histoires popcorn sans prise de tête. Bref, Wonder Woman, c'est pas mal, mais ça manque d'audace. Alors que moi, au moins, je tente des trucs. Ouais, mais toi, t'es boudé par le public et par la critique. Enfoiré, t'as même pas encore dit qui j'étais. Ça va venir, attends. Avant, je vais parler de ce qui m'a vraiment emballé dans ce film et donc de pourquoi il se trouve aussi haut dans mon classement. Je dois vous l'avouer, Gal Gadot a énormément contribué à mon attachement au personnage et au film lui-même. À l'instar de sa courte apparition dans Batman v Superman, elle est magnifique, investie et sublimée par la réalisation. Quant à Chris Pine, Lucy Davis et les autres acteurs, ils sont également convaincants et leur alchimie fonctionne à merveille. Et puis bon, c'est mon problème, hein. Je reste un DC addict au point de perdre une bonne part d'objectivité. Bon, ça y est, je peux dire qui je suis? Non, attends, avant je dois parler de ce film au travers du prisme des critiques. Et après tu nous donneras aussi la signification des images cheloues qu'on a vues tout à l'heure. Oui, c'est prévu. Donc, comme je le disais tout à l'heure, comme Wonder Woman obéit à une construction qui a fait ses preuves, il reste plutôt efficace. Mais les critiques me laissent perplexe. Get Out a été réalisé par un noir et son propos fait directement référence au racisme, et Wonder Woman a été réalisé par une femme et le film a un discours féministe très clair. Mais ces deux films ne sont pas dénués de défauts et je suis donc assez étonné de voir certaines critiques dithyrambiques à leur sujet. J'ai l'impression que les propos de ces films et leurs réalisateurs Rhys sont les seules raisons de cet engouement en dehors de toute objectivité qualitative. C'est comme si je mettais Wonder Woman sur un podium parce que c'est un film d'essai. C'est absurde. Bref, mais comme pour ce que Get Out apporte au film de genre, je suis content du succès de Wonder Woman pour ce qu'il va apporter au genre super-héroïque et peut-être même au blockbuster d'une manière générale. Il n'y a qu'à se rappeler de Kevin Feige, le président des studios Marvel qui n'a jamais montré d'enthousiasme à l'idée de consacrer un film entier à une super-héroïne, pour se rendre compte que la mixité au sein des protagonistes principaux des blockbusters, c'est pas encore ça. Et que donc, des films avec des super-héroïnes, même s'ils restent ultra classiques dans leur construction, c'est plus que nécessaire. C'est donc encore mieux si le film marche. Donc rien que pour ça, bravo Wonder Woman. Prince, Diana Prince. Oh là là, monsieur essaie de faire son malin. Ça y est? Ça y est quoi? Je peux dire qui je suis? Non. Comment ça non? Je préfère le montrer en image. C'était quoi ça? Ça, c'est l'intro du montage musical pour présenter le premier film de ce cinéma shop. T'as compris, hein? T'as compris ce que je te raconte? Le rock, c'est un monde à part. Et boum!
Et oui, le roi Arthur a fait un bide dans les salles obscures, mais je viens de me consoler en lui offrant un hommage particulier qui, j'espère, vous aura plu. Voilà, c'était le deuxième Cinéma Shop. Merci à tous de l'avoir regardé, j'espère que ça vous a plu. Maintenant, vous savez ce qui me ferait plaisir? C'est que vous partagiez massivement cette vidéo autour de vous, et si vous pouvez laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, ou simplement pour débattre dans le respect et l'allégresse des films que j'ai évoqués, ce serait vraiment super cool. 2 minutes de votre temps en échange de mes longues heures de création pour ce projet. Comme d'habitude, vous pouvez retrouver ce classement sur mes pages Facebook et Twitter. Toutes les informations et d'autres petits extras vous attendent en description de la vidéo. Je remercie très fort ma petite Jackie pour son aide précieuse et inconditionnelle. Je remercie également mes deux bros Audren et Glitchbrain. Je remercie aussi très fort Vianney qui m'a fourni sa barbe et un lieu de tournage, celui-là. Et je remercie le cinéma Gomorren pour m'avoir permis de tourner quelques passages dans une de leurs salles. Voilà. Et enfin, je remercie bien évidemment tous mes tipeurs adorés qui me soutiennent. Vous êtes mes bestas, je vous aime putain. Je reviens donc dans 3 mois pour vous parler des films que j'aurai vus entre juillet et septembre. Et comme d'habitude, on se quitte en musique, en images et en LSD avec un petit mashup des familles. C'était le deuxième Cinéma Shop.